d'autres vertus. Les camarades du militaire indécis, à présent eux aussi venus là exprès pour éponger mon sang et jouer aux osselets avec mes dents éparpillées, les civils, accourus frémissants à l'annonce d'une mise à mort, arboraient de sales figures. Je me risquais, pour terminer, à faire tournoyer un de mes bras au-dessus de ma tête, et, lâchant une main du capitaine, une seule, je me lançais dans la péroraison. Je ne savais pas au juste ce que je racontais, sauf à demeurer à toute force dans la note lyrique. Entre braves, messieurs les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre? Vive la France, alors, nom de Dieu! Vive la France! J'empoignai deux bras au hasard dans le groupe des officiers et invitai tout le monde à venir se régaler au bar à ma santé et à notre réconciliation. Ces vaillants ne résistèrent que 2 minutes. Et nous bûmes ensuite pendant 2 heures. Sous l'inutile mais abrutissant ventilateur qui se perdait à moudre depuis les îles Canaries, le coton tiède atmosphérique. Je ne tarissais pas en admiration patriotique et je demandais et redemandais à ces héros, chacun leur tour, des histoires et encore des histoires de bravoure coloniale. C'est comme les cochonneries, les histoires de bravoure. Elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les pays. Ce qu'il faut au fond pour obtenir une espèce de paix avec les hommes, officiers ou non. Armistice fragile, il est vrai, mais précieux quand même, c'est leur permettre en toutes circonstances de s'étaler, de se vautrer parmi les vantardises niaises. Il n'y a pas de vanité intelligente, c'est un instinct. Il n'y a pas d'homme non plus qui ne soit pas avant tout vaniteux. Le rôle du paillasson admiratif est à peu près le seul dans lequel on se tolère d'humain à humain avec quelque plaisir. Avec ces soldats, je n'avais pas à me mettre en frais d'imagination. Il suffisait de ne pas cesser d'apparaître merveilleux. C'est facile de demander et de redemander des histoires de guerre. Ces compagnons-là en étaient bardés. Après chacun de leurs récits, je n'oubliais pas de marquer mon appréciation par une forte phrase. Eh bien, en voilà une belle page d'histoire. Vous savez, on ne fait pas mieux que cette formule. Le cercle auquel je venais de me rallier si furtivement me jugea devenu peu à peu intéressant. Mon capitaine! Frémison, le capitaine Frémison, celui qui, à l'instant qui précédait, se désignait encore pour purifier le bord de ma putride présence, se mit à me découvrir 1000 gentilles qualités. Le flux de ses ardeurs se trouvait comme assoupli par l'effet de mes originaux éloges. Sa vision s'éclaircissait, ses yeux striés et sanglants d'alcoolique tenace finirent même par scintiller à travers son abrutissement et les quelques doutes en profondeur qu'il avait pu concevoir sur sa propre valeur et qu'il effleurait encore dans les moments de grande dépression. Ces doutes s'estompèrent pour un temps. Décidément, j'étais un créateur d'euphorie. On s'en tapait à tour de bras les cuisses. Il n'y avait que moi pour savoir rendre la vie agréable, malgré toute cette moiteur d'agonie. L'amiral Bragueton, pendant que nous divaguions ainsi, ralentissait dans son jus. Plus un atome d'air mobile autour de nous, on semblait progresser dans la mélasse. Mélasse aussi le ciel au-dessus du bordage,
rien qu'un emplâtre noir et fondu que je guignais avec envie. Retourner dans la nuit, c'était ma grande préférence. Peu à peu, notre entretien cessa d'être militaire pour devenir égrillard, et puis franchement cochon. Enfin, si décousu qu'on ne savait plus par où le prendre pour le continuer. L'un après l'autre, mes convives y renoncèrent et s'endormirent. Et le ronflement les accabla, dégoûtant sommeil qui leur raclait les profondeurs du nez. C'était le moment ou jamais de disparaître. Il ne faut pas laisser passer ces trêves de cruauté qu'impose tout de même la nature aux esprits les plus vils et les plus agressifs de ce monde. Entre la rue Ventru et la place Lénine, c'est plus guère que des immeubles locatifs, coincés entre les bâtisses, moisissent ainsi quelques pavillons résistants. 4 pièces, avec un gros poêle dans le couloir du bas. C'est des pavillons de rentiers pas riches, ce qui reste. Dès qu'on entre chez eux, on tousse à cause de la fumée. En entrant, ça sentait chez les enrouilles, en plus de la fumée, les cabinets et le ragoût. Leur pavillon venait de finir d'être payé, ça leur représentait 50 bonnes années d'économie. Dès qu'on entrait chez eux et qu'on les voyait, on se demandait ce qu'ils avaient, tous les deux. Eh bien, ce qu'ils avaient, les enrouilles. Ce qu'ils avaient de pas naturel, c'est de ne jamais avoir dépensé pendant 50 ans un seul sou à eux deux sans l'avoir regretté. C'est avec leur chair et leur esprit qu'ils avaient acquis leur maison, tel l'escargot. Mais lui, l'escargot, il fait ça sans s'en douter. Les enrouilles, eux, n'en revenaient pas d'avoir passé à travers la vie rien que pour avoir une maison. Et comme des gens qu'on vient de désemmurer, ça les étonne. Ils doivent faire une drôle de tête, les gens, quand on les extirpe des oubliettes. Les enrouilles, dès avant leur mariage, ils y pensaient déjà à s'acheter une maison, séparément d'abord, puis, après, ensemble. Ils s'étaient refusés à penser à autre chose pendant un demi-siècle. Ça représente une belle santé pour y tenir toute une vie à un régime pareil. Leur portrait était au-dessus du lit, au premier étage, portrait pris le jour de la noce. Elle était payée aussi, la chambre à coucher, les meubles, et même depuis longtemps. Toutes les factures acquittées depuis 10, 20, 40 ans sont du reste épinglées ensemble dans le tiroir d'en haut de la commode, et le livre des comptes complètement à jour est en bas dans la salle à manger où on ne mange jamais. Eux, ils ont toujours mangé dans la cuisine. J'ai appris ça peu à peu. Quand je les ai mieux connus, ils m'ont raconté eux-mêmes leur grande peur, celle de toute leur vie, celle que leur fils, l'unique, lancé dans le commerce, ne fasse de mauvaises affaires,
Pendant 30 ans, ça les avait tenus éveillés. Presque chaque nuit, cette sale pensée-là. Établie dans les plumes, le garçon. Les plumes. Songez un peu si on en a eu des crises dans les plumes depuis 30 ans. Il n'y a peut-être pas un métier plus mauvais que la plume, plus incertain. La plume. Enfin, leur pavillon payé, bien possédé et tout, plus un sou de dette. Ils n'avaient plus à s'en faire, tous les deux, du côté de la sécurité. Ça, c'était dans leur 66e année. Et voilà justement qu'il se met, lui, à éprouver un drôle de malaise. Ou plutôt, il y a longtemps qu'il éprouvait cette espèce de malaise. Mais avant, il n'y pensait pas, à cause de la maison à payer. Quand ce fut de ce côté-là une affaire bien réglée et entendue et bien signée, il s'y mit à y penser à son curieux malaise. Comme des étourdissements et puis des sifflets de vapeur dans chaque oreille qui le prenaient. Alors tout de même, ils ont été ensemble consulter le médecin du dispensaire, les Enrouille. C'est de la pression artérielle, qu'il leur a dit. Ça l'avait frappé, ce mot-là. Mais au fond, cette obsession lui arrivait bien à point. Il s'était fait tant de bile pendant tellement d'années pour la maison, et puis pour les échéances du fils, qu'il y avait comme une place brusquement de libre dans la trame d'angoisse qui lui tenait toute la viande depuis 40 années aux échéances, et dans la même constante et craintive ferveur. À présent que le médecin lui en avait parlé de sa pression artérielle, il écoutait sa tension battre contre son oreiller, dans le fond de son oreille. Il se relevait même pour se tâter le pouls, et il restait là, après, bien immobile, près de son lit, dans la nuit, longtemps, pour sentir son corps s'ébranler à petits coups. Chaque fois que son cœur battait, c'était sa mort qu'il se disait. C'était sa mort, parce qu'il avait eu toujours peur de la vie, et à présent il rattachait sa peur à quelque chose, à la mort, à sa tension, exactement comme il l'avait rattaché pendant 40 ans, au risque de ne pas pouvoir finir de payer la maison. Il était toujours malheureux. Mais il fallait cependant qu'il se dépêche de trouver une bonne raison nouvelle pour être malheureux. Ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Ce n'est pas le tout de se dire « je suis malheureux ». Il faut encore se le prouver. Se convaincre, sans appel. Il n'en demandait pas davantage. Pouvoir donner à la peur qu'il avait un bon motif bien solide et bien valable. Il avait 22 de tension. D'après le médecin, c'est quelque chose, 22. Madame Enrouille, elle, j'ai mis plus longtemps à la connaître. Elle ne souffrait d'aucune angoisse. Elle, même pas celle de sa mort qu'elle n'imaginait même pas. Elle se plaignait seulement de son âge, mais sans y penser vraiment, pour faire comme tout le monde, et aussi de ce que la vie augmentait. Leur grand labeur accompli, la maison acquise, Madame Enrouille s'était montrée pendant tout le mois consécutif souriante, parfaite, ravie comme une religieuse après la communion. C'est même elle qui avait proposé à Enrouille « Jules, tu sais, à partir d'aujourd'hui, on s'achètera le journal tous les jours. On le peut. » Comme ça.